travaux de cette journée et parce que les discriminations ne sont pas seulement là où elles sont visibles et où elles font parfois directement mal. Nous avons invité Eliane Viennot à parler d'une forme de discrimination que nous subissons toutes depuis longtemps, et j'espère pour moins longtemps. Donc je donne la parole à Eliane Viennot, qui est professeure de littérature française à l'université de Saint-Étienne et qui est spécialiste des relations de pouvoir entre les sexes, et qui va nous dire entre autres que le masculin ne l'emporte plus sur le féminin. Du moins, il faudrait pas le voir, on va tout faire pour. Eliane Viennot. Alors, est-ce que celui-là, il marche? Il marche? Oui. Ça va comme ça, on entend? Oui. C'est bien. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire d'abord que lorsque Daniel Michel-Chiche m'a invité au nom du Triumvirat, bravo pour ce mot, ce néologisme, au nom du Triumvirat de Femmes pour le dire, Femmes pour agir, à ouvrir ses feuilles d'automne, bien sûr, j'ai accepté par amitié et en me souvenant d'autres moments de compagnonnage avec Maudit Piot, à la demande de Maudit Piot. Mais je me suis aussi demandé très vite, avec une certaine angoisse, je l'avoue, ce que j'allais bien pouvoir dire dans le cadre d'une association qui travaille pour le plein respect des femmes en situation de handicap. Je me suis demandé si je n'allais pas juste profiter d'une tribune pour parler de mon dernier livre. Et j'ai donc cherché à... Je me suis demandé s'il y avait quels étaient les liens exactement, s'il y en avait, entre mes recherches et l'objectif de l'association, au-delà de sa proclamation fondatrice, femme handicapée, citoyenne avant tout. Et je n'ai pas eu besoin de chercher très longtemps. En fait, toutes mes recherches depuis bientôt 30 ans répondent à un objectif, permettre à mes contemporaines d'exercer tous leurs droits, toutes leurs capacités, tous leurs talents, au lieu d'être confinés dans des positions subalternes, au lieu d'être privés d'accès aux mêmes biens matériels et symboliques que les hommes, au lieu d'être contraintes à investir un temps considérable à réclamer ce qui ne devrait être que notre dû dans une société qui se prétend égalitaire ou favorable à l'égalité, à rappeler ce qui devrait être compris comme des évidences, à protester contre le sort toujours si inégalitaire qui nous est fait. Moi, personnellement, je le fais en explorant le passé. Non parce que j'estime que l'histoire est une voie royale pour rendre notre société plus féministe, mais parce que je pense que c'est, après pas mal de choses que j'ai expérimentées, le terrain où je suis la plus efficace. Je pense que toutes les luttes sont importantes. Mais j'ai découvert peu à peu qu'il y a un enjeu central pour les femmes dans ce qu'il ne faut pas appeler l'oubli du passé, mais son effacement. Il est clair à mes yeux, et c'est même de plus en plus aveuglant, qu'on ne nous apprend pas les bonnes choses à l'école. Que l'école a été instrumentalisée pour remplir nos esprits même de mauvaises choses, ou plus exactement pour formater nos esprits. Et je ne parle pas seulement de l'esprit des femmes, mais aussi de celui des hommes. L'école, et plus généralement les institutions chargées de transmettre la mémoire, travaillent à ce que tout le monde trouve normal et la domination des hommes sur les femmes, et la domination des riches sur les pauvres, et l'écart et la mise à l'écart de tous ceux et celles qui ne peuvent pas, pour une raison ou pour une autre, caracoler en tête des troupes. Sur le plan des savoirs historiques, cette réflexion est très ancienne pour moi. Comment se fait-il que la presse ait pu dire, lorsque Ségolène Royal s'est présentée à la candidature suprême en 2007, que si elle gagnait son pari, elle serait la première à gouverner en France, alors que 22 autres femmes l'ont fait pendant des périodes variant entre 2 et 35 ans, que nous sommes incapables de citer. En général, une ou deux, peut-être, nous viennent à l'esprit, mais 22. Comment se fait-il que j'ai dû, moi, une enseignante-chercheuse spécialisée dans la littérature de la Renaissance, effectuer la première enquête jamais conduite sur l'histoire de la loi salique, c'est-à-dire la disposition française empêchant les filles de monter sur le trône? S'il n'y avait pas du monde qui aurait pu passer par là avant moi.
Comment se fait-il que les rapports sur l'absence des femmes dans les livres d'histoire s'accumulent depuis 40 ans dans les placards du ministère de l'Éducation nationale, sans que jamais ne sorte du dit ministère aucune directive pour remédier à cette béance? Mais cette réflexion a pris un tour nouveau pour moi depuis quelques années. D'abord depuis qu'une éditrice m'a demandé d'écrire un petit livre sur la langue que nous avons intitulé « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Malgré le silence de la presse traditionnelle, malgré le fait qu'il s'agissait d'un ouvrage féministe de grammaire historique, lui aussi il avait des handicaps pour partir dans la vie, eh bien ce livre a réussi à trouver son public, c'est-à-dire celui qui a compris, grâce à la campagne pour la parité me semble-t-il, que l'égalité est très loin d'être réalisée en France. Ah d'accord, je parle un petit peu plus lentement. Excuse-moi d'avoir interrompu. Je vais essayer. J'ai entendu dans la grande librairie une soir que les gamins des banlieues parlaient trop vite. Moi aussi. Voilà. Bon, alors on va essayer ce genre d'argument. Donc, je disais, malgré le silence de la presse traditionnelle sur ce livre, malgré le fait qu'il s'agit d'un ouvrage féministe de grammaire historique, ce livre a réussi à trouver un public, c'est-à-dire celui qui a compris, me semble-t-il, grâce à la campagne pour la parité, que l'égalité est très loin d'être réalisée en France. Et celui qui se demande pourquoi. Qu'est-ce qui résiste pour que nous en soyons encore là? Les nombreuses rencontres que j'ai eues avec ce public très varié m'ont conduite à écrire 2 livres de plus, qui n'étaient pas prévus à mon programme. L'un sur l'Académie française, identifié par nombre de mes interlocuteurs et interlocutrices comme l'obstacle principal aux évolutions en cours, livre avec lequel nous avons pu démontrer à quel point cette institution est incompétente, voire nocive. Je me suis entourée pour le faire de plusieurs linguistes, car l'ennemi était gros, même si c'est un tigre en papier. Le 3e livre, je l'ai écrit depuis qu'a éclaté la polémique sur l'écriture inclusive, pour expliquer que le langage égalitaire ne se réduit pas au point médian, qui peut même s'en passer tout à fait, que la langue française est équipée pour l'égalité, pour autant qu'on nous enseigne ses ressources. Cette dernière polémique, vous vous en souvenez, a éclaté sur fond d'un tremblement de terre autrement plus important, celui de MeToo. Rien de moins éloigné, de plus éloigné, apparemment, que ces 2 sujets, le harcèlement sexuel et la langue. Et pourtant, rien de moins fortuit que cette rencontre et que cette conflagration en France. Bien qu'ils n'aient jamais été pensés ensemble jusqu'alors, ils ont été l'occasion de comprendre à quel point la domination masculine demeure massive, admise, systémique, alors que nos pays s'en croyaient presque débarrassés. Eux qui voulaient voir, et encore, les grands jours, le 8 mars par exemple, eux qui ne voulaient voir que les 10-15% de différence qui demeurent dans la moyenne des salaires, ou les 15-20% qui restent à gagner dans les assemblées élues. Cette conflagration, née de l'affolement des gens mis en cause, bien plus que d'une action particulière des féministes, m'a conduite à regarder les affaires de langue sous l'angle des violences faites aux femmes. Et votre invitation me conduit aujourd'hui à élargir encore un peu mon champ de vision, c'est-à-dire à voir les différentes dispositions ayant conduit à cette domination écrasante du masculin sur le féminin dans la langue, non seulement comme une série de violences symboliques, mais aussi comme autant de handicaps mis sur le dos des femmes, de toutes les femmes. Je prends évidemment ici le mot au sens du poids qu'on met sur les chevaux qui risqueraient de parvenir les premiers sur la ligne d'arrivée. Non pas leur mettre ce poids pour donner des chances à tous, comme je l'ai vu expliquer sur un site de Paris en ligne, mais pour que les personnes ainsi limitées dans leurs moyens d'action et de réflexion y arrivent toujours en dernier, à dose homéopathique, voire n'y arrivent jamais.
Les violences symboliques, exercées dès l'âge où on apprend à parler et renforcées par les apprentissages de l'école, servant à leur faire croire que tout est normal, qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'exprimer dans la langue des dominants, voire à en prendre la défense quand elle est contestée, comme le font encore si souvent celles qui nous expliquent qu'elles ont toujours voulu être écrivains, pas écrivaines, ou qui exigent d'être appelées le directeur et pas la directrice, ou avocat et pas avocate. Vous connaissez cette chanson par cœur. Mais la question particulière de la nomination des femmes, parvenues dans les espaces que les hommes auraient tant voulu conserver pour eux seuls, n'est en réalité que le morceau émergé de l'iceberg. Celui qu'on voit de loin, celui dont on parle dans des pays francophones depuis 40 ans, mais celui qui laisse cacher la masse des interdictions, des injonctions, des règles, des images, des difficultés créées pour que l'expression du féminin semble à la fois moins belle, moins utile, moins nécessaire et surtout moins porteuse d'universel que celle du masculin. Ce sont ces choses trappes, construites une par une, que j'aimerais rappeler maintenant brièvement, en me focalisant dans le temps qui est le mien ici aujourd'hui à la langue française, et en me limitant aux plus lourdes. Mais il ne faut pas perdre d'esprit que ce phénomène n'est pas propre à cette langue, puisque presque partout, des hommes se sont imposés comme les maîtres de la parole publique et de l'écriture. Commençons donc par le sujet qui a focalisé si longtemps l'attention et qu'on appelle très improprement la féminisation des noms de métiers, de fonctions, de titres, de dignité. Rien n'est plus fallacieux que de présenter les choses ainsi. Il semble que le vocabulaire français soit né garçon, du moins pour celui qui désigne les personnes, et que les noms d'activités qui représentent les femmes proviennent de noms masculins, comme Ève est née d'Adam, proviennent des noms masculins avec plus ou moins de retard, plus ou moins de difficultés. L'Académie parlait encore dans sa mise au point de 2014 de noms rebelles à la féminisation. Et les grammaires scolaires continuent de parler de la formation des noms féminins, qu'elles expliquent en partant toujours du nom masculin. En réalité, les noms de personnes qui désignent des personnes viennent pour la plupart d'un radical commun. Un radical porteur de sens auquel on adjoint des suffixes afin de créer des catégories de mots, des noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes. C'est le même radical qui fait danse, danseur, danseuse, danser, dansant, voire dansable. Et il faut définitivement laisser la Bible sur l'étagère. Si autrice n'avait pas droit de citer dans les journaux il y a encore 5 ans, ce n'est pas parce que auteur avait montré une résistance particulière à monter sur la table d'opération, à se laisser couper quelques lettres et à accepter qu'on lui en greffe quelques autres à la place. C'est parce que des gens, au XVIIe siècle, soit à l'époque où des femmes commençaient à faire carrière dans les lettres, ont décidé que ce mot devait être banni de la langue française. Et ils s'en sont donné les moyens. Ils ont expliqué qu'il ne fallait pas l'employer. Et ils ne l'ont pas inscrit dans les dictionnaires. Ou, ne le voyant pas, nous ne savions même pas, il y a encore 20 ans, que nos ancêtres l'avaient utilisé tranquillement pendant des siècles. Ce qu'ils n'expliquent pas le plus souvent, c'est pourquoi certains termes ne pourraient être employés qu'au masculin. Mais heureusement pour nous, il y a parfois quelques messieurs qui ne résistent pas à cette tentation. Ainsi, Louis-Nicolas Becherel consacre dans sa grammaire de 1834 un chapitre entier aux noms qui expriment des états, des qualités qu'on regarde en général comme ne convenant qu'à des hommes. Il dit « Quoiqu'il y ait un grand nombre de femmes qui professent, qui gravent, qui composent, qui traduisent, etc., on ne dit pas professeuse, graveuse, compositrice, traductrice, mais bien professeur, graveur, compositeur, traducteur, par la raison que ces mots n'ont été inventés que pour les hommes qui exercent ces professions. » C'est la même logique qui prévaut lorsqu'à la fin du XIXe siècle, enfin,
les femmes parviennent à forcer les portes des universités. Non seulement on leur fait la vie dure dans les amphithéâtres, puis dans les métiers où elles s'introduisent, mais on leur fait comprendre qu'aucune des habitudes qui y règnent ne changera pour elles, ni les mœurs, ni les horaires, ni les appellations. Et c'est à nouveau la même chose qui se passe au milieu du XXe siècle, en France, lorsque s'ouvre avec la lenteur qu'on sait, la sphère politique, la haute administration, la magistrature. À la fin des années 70, Marie-Madeleine Guénèche est encore décrite dans les documents de l'Assemblée nationale comme ambassadeur, ancien ministre, conseiller général, député et aux deux assemblées. C'est dire clairement que les femmes ne peuvent pas être ambassadrices, ancienne ministre, conseillère générale, députée et aux deux assemblées. Un autre domaine où la langue a été transformée pour qu'elle porte mieux les couleurs des hommes est celui des accords. D'une part, lorsque plusieurs noms se rapportent à un adjectif ou un participe, mais aussi lorsqu'on parle de population mixte. Le premier cas n'est pas si fréquent dans nos discours, mais il est d'une importance symbolique fondamentale, car il ne porte pas que sur les relations entre les mots qui désignent les femmes et les mots qui désignent les hommes. Alors que l'ancienne langue pratiquait des usages souples et qui ne s'opposait ni à la logique ni à la décence, par exemple l'accord de proximité, qui conduit à accorder l'adjectif ou le participe avec le dernier nom prononcé ou écrit, ou l'accord de logique, qui veut qu'une princesse l'emporte sur un haricot, ils ont décrété que, dès qu'un terme de l'énumération est masculin, il faut que l'adjectif ou le participe soit à ce genre. Et ils ont défendu cette réforme en expliquant que le genre masculin est le genre le plus noble. Je cite, le plus noble, en vertu de, je cite encore, la supériorité du mâle sur la femelle. Les animaux, les végétaux, les objets les plus insignifiants passent ainsi devant les femmes, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur importance sociale, du moment qu'un seul des termes qui représentent les premiers sont du genre masculin. Le second cas se présente 100, 200, 1000 fois par jour. On parle d'une population mixte, on parle de Josette et François, des lycéens et des lycéennes, mais on met tout au masculin. Les femmes sont-elles concernées? Peut-être, peut-être pas. Qu'elles s'y retrouvent, si elles s'y cherchent, ou qu'elles se désespèrent de ne pas s'y trouver. En réalité, il est rare que les discours tenus s'intéressent à elles. Au mieux, elles sont forcément comprises, comme lorsqu'on dit que les Français sont 67 millions. Là, on sait qu'elles sont comprises parce qu'on connaît le chiffre. Mais si on lit qu'un Français sur 3 ne sait pas distinguer la drague du harcèlement, comme on l'a lu il y a peu, là, on est réduit à espérer qu'elles ne sont pas comprises. Mais à vrai dire, on n'en sait rien. Le texte ne nous en dit pas. Les initiateurs de la réforme disaient qu'il fallait avoir nommé les deux sexes au moins une fois, et qu'ensuite le masculin suffisait, au prétexte que quand, je le cite, quand les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Leçon humiliante, évidemment, pour les femmes à qui l'on a expliqué ça pendant quelques siècles, et valorisante pour les hommes qui en faisaient leur miel. Mais leçon qu'on peine aujourd'hui à voir respectée dans la plupart des articles de journaux, des reportages, des livres d'analyse, où parfois jusqu'à 100% des termes sont au masculin. En vertu d'une nouvelle théorie, je dis nouvelle parce qu'elle date des années 60 du XXe siècle, qui a cette fois reçu une étiquette qui fait savant, qui fait objectif, qui fait neutre, le masculin générique. Il faut qu'on traite d'une population massivement féminisée pour que les termes féminins soient employés. Et encore, avez-vous remarqué depuis quelque temps qu'on parle des infirmiers, alors que les hommes ne sont que 13% dans cette profession? La leçon est claire. Les femmes n'ont pas à être sur la photo. Elles n'ont pas à faire l'objet d'une enquête, d'une réflexion, d'une mention. Déjà qu'elles ne devraient pas être là. Lorsque nous disons que les deux termes doivent être énoncés, que les pronoms qui les représentent doivent l'être aussi,
que les adjectifs qui s'y rapportent doivent s'entendre au féminin autant qu'au masculin. On nous dit que c'est moche, c'est long, on fait suer, on s'attache à des détails sans importance. Les hommes sont dans un bus, les femmes peuvent bien marcher à pied, ou rester sur place, ou aller au diable. De fait, tout est bon pour les convaincre de renoncer à s'imposer dans l'espace symbolique qu'est le discours, exactement comme on leur fait comprendre que l'espace public n'est pas fait pour elles et qu'elles doivent jouer profil bas dans l'espace du travail. Il faut qu'elles soient discrètes, qu'elles fassent le job pour moins cher que les hommes, qu'elles ne réclament rien, qu'elles se contentent des places et des miettes qu'on leur concède. La cerise sur le gâteau, et je passe ici quelques autres domaines que vous retrouverez dans mes livres, comme la nécessité de dire « il pleut » plutôt que « ça pleut », ou « il faut sortir » plutôt que « faut sortir », ou « on ne naît pas femme, on le devient » plutôt que « on ne naît pas femme, on la devient », comme on l'a dit pendant des siècles. La cerise sur le gâteau, donc, c'est l'homme. À tout seigneur, tout honneur. Alors que ce terme désigne depuis le Moyen-Âge les mâles adultes de l'espèce humaine, l'Académie a décidé, dans son premier dictionnaire, à la fin du XVIIe siècle, que le mot voulait dire aussi espèce humaine. Non pas les femmes et les hommes, ça ils ne l'ont jamais dit, mais les hommes signifient l'espèce humaine, dont les femmes ne font pas vraiment partie. Elles ne sont qu'une sous-catégorie de cette espèce, une sous-catégorie aux espèces au service de l'autre. On ne parle d'elles que lorsque c'est vraiment nécessaire. Les juristes se sont évidemment abstenus d'avaler cette fantaisie, du moins tant qu'ils se sont occupés à faire du droit différent pour les hommes et pour les femmes, à l'image de ceux qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté, l'égalité, le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de la loi, ou d'être admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics selon leurs capacités sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent, ce n'était pas pour les femmes. Mais depuis le milieu du XXe siècle, depuis que les femmes sont enfin citoyennes, on essaie de leur faire croire qu'elles sont comprises dans le mot « homme ». Et certaines y croient. Et certaines défendent mordicus cette expression, comme une bonne partie des militantes de la Ligue des droits de l'homme, qui reprennent à leur compte l'idée qu'il faudrait maintenir une tradition qui a pourtant exclu leur sexe des droits attachés à la citoyenneté pendant 150 ans, et qui continue de faire fi de leur existence, comme le montre l'incroyable indifférence aux violences qu'elles subissent en tant que femmes, jusqu'au féminicide qu'on dénombre aujourd'hui un par un et qui continue de laisser de marbre la plupart des gens qui se réclament des droits de l'homme. Il faut dire que les décideurs de l'État français n'y ont pas été avec le dos de la cuillère pour faire croire à cette fable. Non seulement ils ont refusé de traduire correctement l'expression « Déclaration universelle des droits humains » adoptée en 1948 par les Nations Unies, non seulement ils ont usé de leur influence pour que le monde francophone les suive, mais ils ont modifié les sciences humaines en sciences de l'homme, et ils ont construit dans toute la France des maisons des sciences de l'homme, et ils ont maintenu l'appellation musée de l'homme lorsque le bâtiment a rouvert après une dizaine d'années de travaux, alors qu'une partie de la communauté scientifique était prête à changer de nom. Ils en sont aujourd'hui, dans les instances internationales, à imposer que l'expression « women's right » soit traduite par « droit de l'homme des femmes ». Et on essaie de nous faire croire, depuis, quand nous contestons ce déni de l'histoire, et même ce déni de la langue française, on essaie de nous faire croire que nous n'avons pas compris, faibles d'esprit que nous sommes, que la preuve des preuves, c'est que le mot « homme », en bien le signifier « femme », c'est la majuscule. Ce n'est pourtant qu'une fable de plus, qui n'a guère plus de 50 ans. Il suffit d'ouvrir un dictionnaire des années 60 pour voir que cette fable-là n'a pas été encore mise au point. Alors comment lutter? Comment nous imposer? Comment nous exprimer avec de pareilles lunettes installées à dessein sur le nez des filles et des garçons, des femmes et des hommes, avec de pareils cadeaux déposés aux pieds des uns, avec de pareilles ornières creusées devant les pieds des autres?
Eh bien, je crois en déconstruisant ces stratégies, en identifiant nos adversaires, en leur faisant comprendre qu'on a cessé de prendre leur récit pour nos lanternes, en leur montrant qu'on n'a peut-être pas encore tout à fait fini de se laisser polluer la cervelle, mais qu'on y travaille, qu'on va se réapproprier notre langue, notre histoire, notre patrimoine, mais aussi nos rues, nos stades, nos quartiers, qu'on va cesser de leur laisser la place, la parole, le dernier mot. Je crois que nous sommes entrés dans cette phase, enfin, ce qui devrait nous conduire à être reconnaissantes envers nos ancêtres, les féministes des siècles passés, auxquels j'ai consacré mon dernier livre, La querelle des femmes, ou N'en parlons plus. Vous ne le trouverez pas dans la librairie, mais vous pouvez les acheter ailleurs, plus tard, et vous y rencontrerez ces gens des deux sexes, j'insiste, qui existent depuis 600 ans en France et qui ont été purement et simplement effacés des discours historiques. Je crois aussi que les débats sur la langue, avec les violences qu'ils génèrent, avec l'insécurité qu'ils révèlent chez certaines personnes, sont un excellent thermomètre de l'état où en est notre société vis-à-vis de l'égalité. Elle s'y croyait favorable, elle la croyait advenue, ou presque. Elle commence tout juste à comprendre qu'il ne suffit pas de repeindre la maison et de planter une Marianne devant la porte. Il va falloir la modifier de fond en comble pour que tous et toutes y aient leur place. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Hélène.